Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass 3h18. J'ai le grand plaisir d'accueillir Louis Brabant. Salut Louis. Bonjour, salut Marc. Je suis très content de t'accueillir et puis bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints et qui continuent à nous rejoindre. Alors, on est aujourd'hui vraiment dans le vif du sujet, hein. On est après Comment sauver 2025 qui était la dernière masterclass. Là, on est passé à comment prospecter, comment gagner plus vite des clients, en particulier dans la période d'incertitude qu'on connaît. Et donc, on va passer 3 quarts d'heure ensemble à regarder quels sont les basiques, quelles sont les bonnes pratiques. Vous aurez des trucs et astuces. Voilà, on va dérouler tout ça calmement avant de rentrer dans le détail et de vous présenter les objectifs de cette masterclass et de commencer. 2-3 petites règles de fonctionnement. La première, vous avez l'habitude pour certains, mais pour ceux qui découvraient les masterclass 3h18, vous avez deux façons de vous poser des questions. La première, c'est par le module questions. Et là, votre question sera confidentielle et seuls Louis et moi pourrons la voir, hein, et on y répondra évidemment en séance ou par un rendez-vous ultérieur. Et puis le module chat où là, vous pouvez poser des questions, vous pouvez réagir, vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Et là, tous ces commentaires sont visibles de l'ensemble de la communauté qui nous écoute. Voilà, vous aurez un accès au replay à l'issue de cette masterclass. Vous recevrez un mail qui vous donnera ce lien. Vous aurez nos coordonnées, vous aurez les slides. Voilà, donc ça c'est pour tous les aspects logistiques et techniques. Et bien sûr, on vous encourage à rentrer dans le vif du sujet. On a déjà reçu des questions avant le démarrage qui sont déjà des questions assez précises. Donc on va évidemment y répondre et les intégrer dans notre présentation ce matin. Mais sans plus tarder, je voudrais vous dire un petit peu de quoi il en retourne aujourd'hui. Alors, dans un contexte d'incertitude que vous connaissez tous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adresser à la fois aux chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, mais aussi de plus grands groupes, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on est une entreprise avec, là, typiquement, une petite équipe commerciale ou des SDR ou des BizDev, voilà. Donc, on va couvrir l'ensemble des problématiques et vous donner ce qui nous apparaît les facteurs clés de succès pour vraiment accélérer la prospection et la conversion en vente en 2025, se démarquer, mieux piloter les équipes ou vous-même ou votre associé si vous êtes encore une petite entreprise et puis rentrer dans des conseils actionnables pour que tout ça, ça soit le plus concret possible. Vous avez la possibilité de nous poser des questions pendant la présentation, à la fin, voilà, donc sentez-vous libre et de toute façon, l'idée c'est que tout ça soit le plus interactif possible. Donc Louis, tu auras l'occasion de présenter FDV, mais je le dis en 2 mots, tu es quand même un grand spécialiste de l'inbound, de l'outbound, de la prospection, comment manager des équipes, comment les mettre dans le bon axe, comment les outiller, etc. Donc tu vas avoir l'occasion de nous montrer un petit peu ce que tu as appris au fil de ces années, qu'est-ce que te remontent tes clients, comment tout ça se passe dans un contexte un peu compliqué comme ce début d'année. Je te donne peut-être la parole pour nous dire comment tu vois, toi, ce début d'année et ce contexte un peu incertain dans lequel on est. Avec plaisir. Bonjour à tous. Le contexte actuel, c'est que les entreprises, le terrain de jeu, ce sont les entreprises. Il y a 3,7 millions d'entreprises en France, donc ça, c'est le terrain de jeu dans lequel, en tout cas, nous évoluons, et certainement vous. Le contexte, il est quand même plus compliqué. Donc, les entreprises finales ont moins de budget. Elles reportent leurs projets ou le font en interne, et les entreprises de manière générale, et en particulier les dirigeants, vous et les dirigeants aussi de grandes entreprises, sont sursollicités et de manière générale, il y a une lame de fond qui consiste elles vont de moins en moins répondre. Voilà, aux sollicitations, que ce soit du mail, du téléphone, etc. Donc voilà, à côté de ça, nous, les prestataires, ou en tout cas les entreprises qui vendent du service et ou du produit à ces entreprises-là, et qui essayons de faire du chiffre d'affaires, on est obligé d'être plus performant commercialement et de s'adapter au contexte. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire repartir déjà de nos assets, de notre clientèle historique, de notre réseau et de pas mal de choses pour garder nos parts de marché et puis également se développer, par exemple, faire du cross ou de l'upsell chez nos clients historiques.
On doit aussi staffer des commerciaux. En deux mots, peut-être, c'est peut-être bien Ouais. que tu nous dises à ce stade, pour ceux qui découvrent ces termes, qu'est-ce que c'est que le cross-selling et qu'est-ce que c'est que l'upselling? Bien sûr. Donc, vous faites déjà du chiffre d'affaires chez vos clients. Comment faire pour en faire plus? Est-ce que vous pouvez en faire plus? Et si oui, est-ce que vous avez, quels sont vos leviers? Est-ce que vous avez une extension du service que vous avez vendu? Est-ce que vous voulez vendre d'autres services supplémentaires à cette même personne, à d'autres personnes dans l'entreprise? Bref, in fine, votre société pourrait faire plus de chiffre d'affaires avec un client sur lequel aujourd'hui il y a une facturation qui court. Voilà. Donc les prestataires, nous, entreprises, nous devons staffer on n'a pas d'autre choix que de staffer des commerciaux qui sont plus seniors et qui sont plus performants que les autres, que nos concurrents, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir jouer des coudes et puis garder nos parts de marché ou aller en chercher versus nos concurrents. Et enfin, nous, sociétés, aussi, on coupe nos investissements marketing ou commerciaux, nos investissements de manière générale qui vont pas apporter assez de ROI. Bref, nous sommes contraints à aller chercher plus de performance, mais c'est ça qui est rigolo parce que ça veut dire qu'on doit se remettre en question. Alors, c'est toute la question. Et effectivement, là, plus spécifiquement pour les petites entreprises, je pense que c'est intéressant de rappeler qu'il existe quand même un champ d'action qui ne se limite pas à la prospection téléphonique, pour ceux qui ont déjà l'habitude de faire de la prospection. Voilà les 8 méthodes pour trouver des clients. Vous avez le réseautage, hein, vous avez des clubs d'affaires qui sont quand même là et qui fonctionnent. Vous avez le social selling, c'est-à-dire la capacité à entrer en relation par des réseaux comme LinkedIn, par exemple, et ensuite à déclencher des rendez-vous. Même si les emails, on commence à toucher un peu la limite. Voilà, si on est dans l'hyper-personnalisation, on en parlera tout à l'heure, et si vraiment on va toucher un problème chez votre prospect, il y a une chance pour qu'il vous rappelle et qu'il vous dise « Ok, je veux bien en discuter ». La prospection via des bases de données, la prospection physique et téléphonique, bien sûr. L'inbound, c'est-à-dire attirer le client vers vous par du contenu, par exemple. Vous pouvez acheter des leads, vous pouvez travailler sur la prescription. Typiquement, vous vendez du conseil en politique RSE, vous pouvez trouver des avocats ou des experts comptables qui vont être vos partenaires et qui vont vous prescrire moyennant une rémunération. Voilà. Il y a la recommandation, activer des réseaux pour obtenir des recommandations et éventuellement financer cette recommandation par un apport de lead, un chèque cadeau, etc. Donc, ces 8 méthodes existent. Alors, si vous ne savez pas comment les mettre en œuvre, vous nous appelez, vous appelez Louis ou vous appelez quelqu'un chez 3h18 et on vous expliquera. Mais globalement, ce qui est important dans une période d'incertitude, comme on le disait tout à l'heure, c'est de ne pas se priver de ces 8 méthodes. Alors, Louis, si on revient un petit peu au basique, en se disant, OK, qu'on soit une petite, une moyenne entreprise, c'est quoi les 5 ou 6 basiques, c'est-à-dire incontournables, sur lesquels il faut déjà se sentir solide? Voilà. Avant de penser à mettre en place des outils, à faire de l'IA et bref, tout ce dont on entend parler aujourd'hui beaucoup, il faut revenir aux basiques et revenir aux basiques commerciaux notamment pour pouvoir mieux performer. C'est un travail en fait de remise en cause que moi à titre personnel on fait aussi en permanence et puis j'encourage aussi mes clients dirigeants à le faire. Premier écueil, c'est un top management qui ne vend pas. Effectivement, en tant que dirigeant ou entrepreneur, c'est nous qui sommes censés être et nous sommes les meilleurs vendeurs de notre entreprise. Donc ça veut dire que nous devons fondamentalement nous libérer du temps pour revenir sur le terrain et aller chercher des clients. Ça paraît évident, mais dans les faits, faut le mettre en œuvre. Donc, ça veut dire qu'il faut se réorganiser. Deuxième point, 80% du chiffre d'affaires, il est souvent fait par 20% de l'équipe, des commerciaux en particulier. Donc, ça veut dire qu'il faut transformer l'organisation commerciale pour alimenter les commerciaux qui seraient les plus performants, ces 20%. Enfin, il y a toujours des manquements. Alors, évidemment, on pense beaucoup à la prospection, cold calling, mais il y en a pas mal d'autres aussi. Est-ce qu'on a un CRM? S'il n'y en a pas, c'est un gros problème quand même.
l'alimentation, l'hygiène du CRM qui soit rempli par à peu près tout le monde dans l'entreprise, la faible conversion des rendez-vous en pipe commercial. Donc, il faut mettre en place un moteur commercial qui soit efficace et qui tourne en permanence pour faire de la prospection, alimenter le CRM, etc. Quatrième point, c'est d'avoir un CRM qui est rempli. C'est fondamental dans une entreprise et en particulier dans une petite entreprise. Ça doit être vraiment le cœur, on va dire, du système d'information. Des accélérateurs qui sont non activés. Donc, je pense notamment au fait de faire le listing de tous ces clients, ces anciens clients, propositions perdues, les réseaux, les gens qu'on connaît, mais avec qui on n'ose pas forcément parler business. Ça doit être il y a une vraie méthodologie à mettre en place. Et puis enfin, il y a des process qui sont inexistants. Pour mettre en place, pour générer du chiffre d'affaires, il faut un moteur commercial et un moteur, ça veut dire qu'il faut mettre des pièces, des process qui vont permettre in fine de générer du revenu. Voilà les 6 grands basiques sur lesquels il faut commencer pour générer plus de revenus. Alors, c'est très intéressant et on a déjà des premières remarques de personnes qui sont des personnes seules qui veulent développer leur activité, qui ont du mal à gagner leurs premiers clients. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, c'est sûr que l'outil est important, mais il ne faut pas le mettre à la première place. Déjà, et on va en parler tout à l'heure, il faut déjà bien réfléchir à la façon dont vous avez présenté votre offre. On va en reparler, mais la façon dont vous différenciez par rapport à vos concurrents, votre pricing, comment vous le présentez, déjà, c'est important. La deuxième chose, quand on est seul, c'est le 5e point, c'est la méthodo. C'est comment vous assurer déjà que vous avez rentré, si vous n'avez pas de CRM, dans un fichier Excel, tous les gens que vous connaissez, tous les partenaires, tous les gens bienveillants qui ont forcément 2 ou 3 contacts. Est-ce que vous allez exploiter déjà par une méthodologie rigoureuse, une routine, on va aussi en parler tout à l'heure, ce premier réseau, ce premier cercle que chacun dispose. Donc, on va en reparler, mais voilà, ne pas croire que ça n'est valable que dans les grands comptes. Même les petites entreprises ont besoin de s'occuper de ça. Donc, l'idée, en fait, vraiment qu'on voudrait vous donner, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous avez envie d'aller voir tout de suite un spécialiste. Vous n'avez pas forcément envie d'aller voir le généraliste. Et donc, il faut absolument vous dire que pour pouvoir passer le barrage secrétaire, pour pouvoir intéresser un chef d'entreprise ou quelqu'un à qui vous avez quelque chose à vendre, il va falloir le connaître, il va falloir rentrer dans ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire qu'on peut plus simplement dire « Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'une prestation de coaching parce que… Non, il faut comprendre le problème de la personne que vous avez au téléphone, et l'avoir anticipé, avoir fait une étude au préalable pour adapter votre discours. Et c'est l'objet de ce premier slide. La plupart des sociétés qui ont du mal aujourd'hui à vendre doivent retravailler leur segmentation et retravailler ce qu'on appelle la matrice client pain point. Qu'est-ce que c'est que la matrice client pain point? C'est que si vous avez du service à vendre, vous vendez une réponse au problème. Okay, quand on vend un produit, on vend un avantage par rapport à une caractéristique, par rapport à une spécification qui est demandée. Quand on vend du service, on va répondre à un pain point. Donc, plus vous connaissez les pain points de vos clients, plus vous êtes capable d'affiner votre discours et d'anticiper, donc d'hyper-personnaliser les besoins de la personne que vous avez en face de vous. Donc là, je vous ai donné un petit exemple de ce que moi j'ai fait pour ma société, comme n'importe qui. Et moi, je vous conseille d'en lister 50 par société. Donc, si vous êtes une société dans la vente de conseils, c'est 50 pain points qu'il faut que vous trouviez parce que vous allez résoudre 50 points de problème chez vos clients. Je suis sûr que chacun est capable de trouver 50 points de problème. Et une fois que vous aurez fait toute cette liste, eh bien, vous allez définir des problèmes mineurs, des problèmes majeurs, et vous allez définir des problèmes qui sont clairement identifiés par votre client et d'autres qui sont flous. Et évidemment, tout le jeu va être d'éliminer les clients qui ont des problèmes mineurs et qui ne sont pas vraiment conscientisés par votre prospect. Typiquement, 3h18, quand je suis en face de quelqu'un qui me dit « moi, je voudrais mieux gérer ma société », c'est flou. Et ce n'est pas forcément un problème majeur. Par contre, quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai absolument besoin de renforcer mes équipes administratives sans recruter, parce que je ne veux pas prendre de risques, ça, c'est un problème critique et c'est un problème clairement identifié. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de lister vos pain points et puis de les disposer comme des post-it, c'est un peu ce que j'ai fait là, pour que vous puissiez chacun vous concentrer
sur les problèmes en haut à droite et les boulets, hein, vous les connaissez tous, ces prospects qui vous prennent de l'énergie, du temps, des propals, des remises, des machins, vous ne vous en occupez pas. Okay, et tant que votre prospect n'a pas un problème clair en tête et un problème critique, eh bien, vous le nurturez, vous l'alimentez de contenu, vous le rendez, vous le rendez, comment dire, proche de vos réseaux sociaux, vous lui activez du contenu pour qu'il comprenne ce que vous faites, etc. Et à un moment donné, son problème va devenir clair, il aura un problème critique et il va vous appeler. Hein, tant qu'il n'est pas là, il va vous prendre du temps et ça ne sert à rien de perdre du temps. Donc, si on continue dans l'hyper-personnalisation, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour continuer, Louis? Ce que je vous disais, en fait, il faut repartir des assets de l'entreprise. En fait, il faut identifier son marché, il faut identifier dans ces 3,7 millions entreprises, quelles sont les entreprises qui vont acheter vos services ou vos produits le plus rapidement possible. Donc, pour faire ça, il faut repartir de tous les assets de l'entreprise pour construire une feuille de route qui permet d'avoir une traction commerciale la plus forte. Concrètement, ça veut dire monter des rendez-vous avec des gens qui, a priori, vont acheter vos services et vos produits plus rapidement que les autres. Donc, je vous encourage, par exemple, à faire un extract de votre ERP où vous prenez toutes les factures que vous avez faites à des clients depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Vous avez l'historique de facturation avec le contact peut-être finance ou achat, le contact opérationnel. Ça, c'est une première base de travail, une première brique à laquelle vous pouvez rajouter un extract de votre CRM ou de votre fichier Excel. Sinon, à défaut, vous prenez votre téléphone ou votre boîte mail et puis vous déroulez tous les contacts avec qui vous avez fait du business. Et troisième brique, vous pouvez mettre aussi faire des interviews individuelles, regardez dans votre réseau ou dans votre société les contacts éventuels que vos salariés ou vous pouvez avoir et qui vont venir aussi s'ajouter aux autres contacts. Donc de là, on va en sortir une liste de contacts sur laquelle on va prendre des rendez-vous qui sont à potentiel. Donc ça va se matérialiser par un grand fichier Excel qui soit dédoublonné, qui soit enrichi donc avec des numéros de téléphone. Je vais vous parler de 2-3 outils qui permettent de trouver ça. Et ensuite, et moi je vous encourage, même si vous êtes peut-être tout seul, à mettre en place un CRM. Ça coûte, 10, 15, 20 euros pour avoir une licence sur des outils comme Pipedrive par exemple, des outils assez simples mais qui vont permettre d'avoir quand même une interface qui soit facile à utiliser et qui soit pas un fichier Excel pour suivre tous les contacts que vous allez pouvoir appeler à partir de demain ou la semaine prochaine. Oui, très important. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans quelques outils. Tu peux nous donner quelques recos là-dessus? Bien sûr. Alors, il y a si on regarde LinkedIn, c'est très anxiogène parce qu'on a l'impression que tous les jours se créent des outils révolutionnaires qui permettent de générer beaucoup de chiffres d'affaires très facilement. Dans les faits, c'est pas le cas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, les outils, c'est super, mais ça se met dans un second temps. Donc, soyez tout de suite rassurés. Il faut pas commencer par mettre en place des outils pour faire du business. En revanche, il faut trouver. Moi, je suis assez friand de téléphone parce que c'est quand même le moyen le plus simple pour parler avec quelqu'un avec qui on a envie de parler. Donc ça, c'est un canal moi que je mets en avant. Pour ça, il faut des numéros de téléphone et des mails, mais surtout des téléphones. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre une licence LinkedIn Sales Navigator. Vous allez identifier donc des contacts peut-être à qui vous voulez parler. Ensuite, vous mettez en place, vous achetez un pack de crédit chez Casper et Lusha, qui sont des packs de crédit avec des outils d'enrichissement et qui vont vous permettre de trouver les téléphones portables des gens avec qui vous avez envie de rentrer en contact. Donc Casper, par exemple, permet de scraper des contacts, de les sortir de LinkedIn, de les mettre dans un fichier Excel avec des numéros de téléphone que vous pouvez, auxquels vous allez pouvoir ajouter d'autres numéros de téléphone que vous n'avez peut-être pas sur Casper avec un outil comme Lusha. In fine, vous avez un fichier Excel qui est très bien et que ensuite vous pouvez mettre dans votre CRM ou travailler hors CRM si vous voulez pas en mettre en place. Oui, c'est très important quand on travaille sur ce genre de première approche
à nouveau, vous ne voulez pas faire un fichier généraliste. Il faut absolument aller chercher des attributs sur, par exemple, si vous cherchez tous les directeurs financiers de sociétés qui pourraient vous donner une prestation de conseil ou une prestation d'assistance, quelle qu'elle soit. N'allez pas chercher 20 000 entreprises, 20 000 DAF. Allez chercher d'abord, je dirais 150. Vous en prenez 150, mais vous prenez des gens dans une région qui ont une taille entre 50 et 300 salariés, qui sont dans tel secteur d'activité. Et ça, vous pouvez, sur Sales Navigator, mettre ces filtres. Et vous cherchez quelqu'un qui a tel parcours. Et plus vous allez avoir ces attributs autour des profils que vous voulez retrouver dans Excel et dans votre CRM demain, plus vous allez pouvoir justement rentrer dans l'hyper-personnalisation. Parce que si vous avez une énorme base, vous n'allez pas pouvoir parler exactement le langage que ce DAF veut entendre. Parce que ce DAF, il travaille dans le textile, il est basé à Lille et il fait 80 salariés et pas 550. Et donc, on ne va pas lui parler de la même façon quand on a quelque chose à lui vendre. Vous voyez? Donc, voilà, mais c'était juste pour vous illustrer, puisqu'on a parlé de l'hyper-personnalisation, qu'à ce stade déjà, quand on fait ces listes sur Sales Navigator, vous pouvez rentrer dans ce qui va vous permettre de faire des approches verticalisées par secteur d'activité, par exemple. Alors, on continue, Louis, sur la ventilation des contacts dans le CRM. Voilà, vous pouvez, une fois que vous avez identifié des contacts, vous pouvez même voilà, les segmenter ou les mettre dans des listes de prospection, des fichiers Excel un peu, on va dire, des onglets différents. On va retrouver dedans, par exemple, moi je vous encourage à mettre tous les clients actifs, donc ça veut dire tous les contacts avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, personnes physiques. Idem sur les all clients, les gens avec qui vous avez pu travailler par le passé, dans votre société ou aussi quand vous étiez salarié dans d'autres structures. Les propositions commerciales que vous avez peut-être perdues mais que vous n'avez jamais rappelées. Pour des plus grandes structures, des référencements clients que vous auriez, donc là où vous êtes référencé aux achats. Votre réseau, vous êtes Mathieu, le directeur général de la société, vous avez des contacts en propre, perso ou pro qui sont intéressants de rappeler. Vous avez en interne quelqu'un qui est expert, qui est porteur d'une offre. Lucie, par exemple, vous pouvez aussi faire le travail avec elle et mettre ses contacts dans une liste de prospection. Idem pour Mathilde, qui est la présidente de votre société. Vous pouvez mettre aussi, dernièrement, peut-être là où vous êtes référent, vous êtes très secteur énergie, sur vos clients, effectivement, commencer à faire un premier travail sur le secteur de l'énergie. Et en gros, la philosophie, c'est que pour chacun de ces contacts-là, pour chacun de ces listes, chacune de ces sources de données, l'objectif, c'est que vous puissiez leur servir un discours hyper personnalisé, un discours qui soit spécifique. Donc, typiquement, si vous adressiez évidemment les anciens clients, c'est assez facile. Bonjour, je vous appelle. Bonjour, monsieur, madame. Voilà, on avait travaillé ensemble par le passé. Je reprends contact avec vous, qui a un angle comme un autre. Si vous adressiez le secteur de l'énergie, c'est beaucoup plus facile de dire, voilà, nous, on est référent sur telle discipline, mais appliqué au secteur de l'énergie, on ne fait que ça. Alors, vous augmentez avec ces discours, on va dire, plus personnalisés, vous augmentez vos chances de succès, vous augmentez vos chances de monter des rendez-vous. Pour aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez même utiliser, mais je vous encourage à le faire même en préparant peut-être ces rendez-vous que vous auriez pris, à utiliser ChatGPT par exemple, ou trouver des signaux d'affaires pour être encore plus percutant et tranchant quand ensuite vous allez soit appeler ou soit faire des rendez-vous. C'est une démarche qui est assez connue, qui est une démarche qu'on appelle d'ABM, d'Account-Based Marketing, pour segmenter votre cible et pour chacun des segments, trouver des approches, des accroches, des mots qui vont différencier votre discours de tous vos concurrents et qui vont vous permettre de transformer davantage. Très important, hein, très important. On a des clients qui nous ont demandé de mettre en place, par exemple, une petite méthode où vous faites un drag and drop du profil LinkedIn de l'acheteur que vous allez rencontrer et vous demandez à ChatGPT, compte tenu de ce qu'il sait de votre offre,
de service, de trouver 3 avantages concurrentiels et un point en lien avec le parcours de votre acheteur qui passait par une société, par exemple, ou voilà. Donc, tout ça sont des choses qu'il va falloir petit à petit intégrer. C'est très juste. Alors, rentrons encore plus dans un cas concret. Donc là, tu nous as montré vraiment à quoi doit ressembler pour une force de vente, pour quelques commerciaux, finalement, le roadbook, hein, finalement, de ces commerciaux. Voilà, en fait, pour chaque rendez-vous, c'est bien de prendre des rendez-vous, c'est bien de parler avec des gens, mais il faut être aussi extrêmement tranchant dans ce qu'on va présenter et dans la manière de conduire le rendez-vous. Donc, par exemple, nous, on utilise des prompts, si vous voulez mettre un peu d'intelligence artificielle dedans. Vous allez dans le chat GPT et il y a des prompts qui existent, qui sont assez simples et qui vont permettre de préparer le rendez-vous que vous allez faire. Donc, par exemple, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis, mais nous, à chaque rendez-vous qu'on prend, on va lancer ce prompt en disant, voilà, je mets le lien LinkedIn de la personne avec qui je vais faire un rendez-vous, je mets le lien vers le site de la société avec lequel je vais parler. Et alors, ça permet de dérouler et de créer une invitation avec un contenu assez précis. Donc, typiquement, là, on avait un rendez-vous avec le groupe Sorégie, qui est dans le secteur de l'énergie, et avec un monsieur qui est responsable, oui, Alexandre Maria, qui est responsable marché résidentiel. Alors, en injectant le lien LinkedIn et puis le nom de la société, ça permet de créer ma préparation du rendez-vous. Voilà. Donc, c'est fondamental de préparer son rendez-vous pour être tranchant et pour signer. Et l'IA et un prompt chat GPT peut permettre de faire ce travail de manière efficace et rapide. Alors, on a commencé à rentrer dans un certain nombre de conseils, de trucs et astuces. Si on reprend un petit peu de recul sur qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que votre stratégie, votre offre et votre positionnement est le bon, parce que le marché il bouge. C'est pas parce que ce qui était vrai il y a 3 ans sera vrai aujourd'hui. Et là, j'ai voulu vous faire un petit résumé de comment bouger dans un marché qui petit à petit se sature, parce que vous pouvez être seul dans un océan bleu, comme on dit à un moment donné, et 3 ans plus tard, des concurrents sont arrivés et ce qui était une innovation ne l'est plus. Et donc, je voudrais juste vous attirer l'attention sur la droite. Quand on est sur un marché saturé ou qui commence à se saturer, vous n'avez pas d'autre solution que de nicher. Ça veut dire quoi nicher? Ça veut dire ne pas adresser de façon généraliste tout le marché, mais devenir le spécialiste d'un secteur d'activité ou d'un métier ou d'une partie d'expertise, en tout cas dans la façon dont vous communiquez à l'extérieur. Quand vous êtes sur un marché nouveau ou sous-exploité ou en cours de structuration, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui fera la différence, c'est votre méthode, votre proposition détaillée. Quand vous êtes sur un marché saturé, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entre vous, là j'ai regardé rapidement vos secteurs d'activité, eh bien il faut, quand on vend du conseil, ne pas dire je suis une société de conseil en stratégie ou je suis une société de conseil en performance commerciale. Ça suffit plus. C'est je suis une société de conseil en performance commerciale pour les entreprises de 5 à 50 salariés dans le secteur de la technologie. Et parce que vous apparaissez comme un spécialiste et que vous êtes sur une niche, vous allez, une fois que vous aurez votre CEO au téléphone ou votre décideur, lui montrer tout ce que vous êtes capable de faire. Mais c'est à ce moment-là que vous allez lui montrer. C'est pas au début. Encore une fois, quand on a un problème, on ne veut pas voir un généraliste. Hein. La notion de couteau suisse, elle a beaucoup de bénéfices dans certains cas, mais en prospection, on veut voir des spécialistes et on veut voir des gens qui vont être hyper affûtés par rapport au sujet. Donc, dans un marché qui est surexploité, vous avez 5 options. La première, on en a parlé, c'est de nicher. La deuxième, c'est de se réorienter vers un marché en émergence et quitter l'océan rouge, c'est-à-dire l'océan où tous les poissons se battent dans un bain de sang. Vous avez une option qui est de muscler votre offre en ajoutant des fonctionnalités. Souvent, on ne pense pas à lister tous les attributs de valeur en fait, de son offre. On reste toujours sur les points essentiels. Mais en fait, il y a plein de choses qui ne vous coûtent rien en plus, mais qui méritent d'être dites. Quatrièmement, on peut repenser la compétitivité en garantissant de meilleurs résultats, c'est-à-dire en passant d'une obligation de moyens progressivement à une obligation de résultats. Okay. Nous, par exemple, chez 3h18, on trouve un assistant administratif, un office manager, un contrôleur de gestion en 48 heures en moyenne et on réduit de 10 à 20%
le temps passé sur ces tâches pour un chef d'entreprise. Vous voyez, c'est différent de dire ça que de dire on est une société qui vous propose des profils dans les fonctions support. Cinquièmement, reposez-vous la question du pricing. C'est pas parce qu'on est un low cost qu'on ne fait pas de la valeur. Low cost, ça veut dire que vous réduisez les fonctionnalités pour un prix ultra compétitif. Mais si le client il veut des options supplémentaires, il va devoir les payer. Hein. Regardez quand vous êtes sur sur EasyJet ou sur Ryanair, vous acceptez de réduire une partie du service. Vous n'avez pas de salle d'attente, vous n'avez pas de bagages en soute, etc., etc. Mais vous avez un prix ultra compétitif. Par contre, évidemment, si vous voulez rajouter des options, c'est payant ensuite. Donc, je pense que parfois, on oublie de se reposer la question du pricing et on est là, oh, j'ai pas de prospects ou j'ai des prospects mais j'arrive pas à convertir. Je pense qu'il faut se reposer la question, non pas simplement de baisser ses prix, mais c'est de remettre en cohérence ses prix avec ce qu'on offre. Alors, on commence à voir qu'il y a deux sujets finalement dans la prospection. Il y a la démarche marketing qui va petit à petit vous amener des suspects et les réchauffer en prospects tièdes. Et puis, il y a la démarche commerciale qui a son propre CRM et son propre outil qui a pour objectif de transformer ces prospects tièdes en rendez-vous et par la conversion en clients. Aujourd'hui, ce sont des fonctions, ce sont des personnes qui travaillent de façon étroitement liée. Avant, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était des services qui ne se parlaient pas. Aujourd'hui, vous avez dans une seule et même entreprise, et si c'est une petite entreprise, tout le nurturing des prospects par les réseaux sociaux, par des newsletters, etc. Et vous avez l'action commerciale qui est d'organiser des rendez-vous, de pousser vos prospects à prendre des rendez-vous et puis ensuite de leur faire une proposition et une signature. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et pour ceux qui ont quand même un peu de moyens maintenant et déjà un peu de superficie, on va dire, je dirais, à partir de 1,5 million, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les services, moi, je vous encourage à mettre en place des process qui sont typiquement des process de tunnel de vente, de maturation de prospects, pour pouvoir les emmener dans un deuxième process général qui est la démarche commerciale. Ces prospects, vous allez via des landing pages, via du contenu, via des appels clients, de l'outbound, vous allez les transformer en lead show, en rendez-vous et potentiellement en signature. Voilà. Donc c'est vraiment c'est cette étape-là que moi je vous conseille vraiment de franchir quand vous êtes déjà une société de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, que vous êtes lancé, mais que vous arrivez un petit peu à bout de souffle parce que vous travaillez toujours un peu les mêmes cibles. C'est voilà, repartez sur c'est quoi mon marché, c'est quoi mes cibles. Dans votre démarche marketing, il vous faut 5 000, 10 000 prospects que vous allez nurturer. Hein, vous allez scorer. Il a cliqué sur ma page, il a reçu une fois une proposition, il a téléchargé un livre blanc. Vous allez leur donner des points, vous allez leur donner un bonus. Et ça, petit à petit, une fois que ces leads vont devenir des leads ce qu'on appelle SQL, MQL, SQL, c'est-à-dire des leads qui deviennent vraiment chauds. Là, vous les passez dans une autre démarche. Ça peut être la même personne, hein, mais vous les passez dans une autre démarche qui s'appelle la démarche commerciale. Voilà. Alors, maintenant, on rentre dans le sujet concret. Qu'est-ce que on recommande On vous a déjà donné des conseils, hein, mais concrètement, pour mieux prospecter en 2025. Alors, Louis, il a fallu en choisir 7. Je t'écoute. Alors, on t'écoute. Donc là, on parle de prospection donc téléphonique. Moi, qui est la démarche que je vous encourage à faire. Avant de parler de marketing, voilà, vous avez votre structure, vous voulez faire du business, ben, je vous encourage à prendre votre téléphone et à appeler des gens. Donc, premièrement, tout doit être dans le CRM. C'est ce que je vous ai évoqué. Plus vous avez des fichiers Excel et plus vous allez vous noyer dedans. Donc, il faut un outil qui soit simple et facile d'utilisation pour mettre des dates, relancer, se mettre des notes, mettre des dates, relancer. Vous voyez le principe. Deuxième point, c'est appeler sur des plages précises. Effectivement, l'une des difficultés quand vous voulez toucher un directeur financier ou un directeur général, bref, une cible, votre cible, eh ben, il faut vous appeler sur les plages sur lesquelles ces personnes-là vont être disponibles. Est-ce que c'est entre 8h et 9h le matin, et en particulier en province, ou avec des grands dirigeants? Est-ce que c'est entre midi et 2? Est-ce que c'est à partir de 17h le soir? Vous avez déjà un peu la réponse.
Mais en tout cas, voilà, je vous encourage à appeler sur des plages précises et ne faire que ça pendant 1 heure et demie, par exemple. Troisième point, c'est être convaincu que vous avez dans les mains des solutions à haute valeur ajoutée. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, Marc, mais je m'étais jamais fait la remarque. C'est un peu comme vous avez un problème de santé, bah, vous allez voir, et on ne veut parler qu'avec des spécialistes, des cardio, des dermatos, etc., ou des médecins du sport. Bah, c'est à peu près la même chose. Vos prospects, ils n'ont envie de parler que à des gens qui sont des spécialistes, des experts de leur discipline, et c'est comme ça que vous devez vous positionner. Et enfin, bah, vous devez être convaincu qu'effectivement, vous êtes un expert. On n'a pas envie de parler à des commerciaux, on a envie de parler à des experts. C'est votre cas, donc soyez droit dans vos bottes et appelez avec conviction. Être souriant et authentique, effectivement, c'est un peu comme le bâillement, c'est contagieux. Donc, si vous êtes souriant, eh ben, ça donnera envie aux personnes avec qui vous parlez de sourire également. Avoir un pitch tranchant, différenciant et simple, il faut le travailler. Il faut des angles, des points de vue pour striker, pour être convaincant. Et enfin, il faut vouloir construire une relation commerciale. C'est pas parce que quelqu'un est pas dispo, je dirais pas vous raccrochonner, mais en tout cas, c'est pas le bon timing ou n'a pas envie de vous parler, bah, qu'il faut baisser les bras. Hein. Bien au contraire, c'est juste que bah, il a peut-être un problème perso, il a peut-être un problème avec son boss, et donc bah, il faut lui envoyer un mail, lui demander quand est-ce qu'il est dispo pour le rappeler. Bref, initier et construire une relation commerciale. Enfin, pour terminer, proposez toujours un créneau précis. Il faut que, quand vous appelez quelqu'un, il faut que cette personne ouvre son agenda. Donc, si vous lui dites pas vendredi à 14 h, par exemple, bah, elle va forcément botter en touche et vous dire que il ou elle n'est pas disponible. Voilà. Quelques 7 points fondamentaux à respecter si vous voulez monter des rendez-vous. Super. Moi, quand j'ai commencé, mon premier job était un métier commercial. On m'a tout de suite appris que quand il fallait prendre un rendez-vous, est-ce que vous préférez vendredi 14 h ou lundi 18 h, hein? C'est toujours une alternative, pas une question ouverte, hein. Voilà. Alors, on continue sur cette idée de comment en vendant la même chose dans un marché de plus en plus exigeant, comment être plus performant. Le multicanal, typiquement, c'est un axe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, en fait, je pense que il faut que vous mettiez à la place des personnes que vous appelez et qui sont vos cibles. Les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous répondez, et donc pour avoir cette réponse-là, il faut que vous fassiez un petit peu l'étude de votre analyse perso. Est-ce que vous répondez aux mails et aux sollicitations qui vous sont envoyées par mail? Offre de service, montée des rendez-vous, est-ce que vous répondez oui ou non? Moi, personnellement, je réponds pas. Est-ce que vous répondez aux sollicitations LinkedIn? Personnellement, je réponds pas, sauf s'il y a un caractère urgent. C'est une sollicitation, une demande de quelqu'un qui vient de la part de mon boss ou de quelqu'un de mon réseau ou un client. Alors oui, je vais faire de la place dans mon agenda et je pourrai débloquer du temps. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser, en tout cas, soit un canal qui n'est pas le mail et LinkedIn, ou a priori plutôt le téléphone, ou sinon, et si vous envoyez du mail et du LinkedIn, bah, avoir des arguments très affûtés pour pouvoir augmenter vos taux de réponse. Il faut savoir que le taux de réponse par mail aujourd'hui, on est quand même assez submergé par des mails, c'est à peu près moins d'1% de gens qui vont répondre. Ouais, c'est très faible. Voilà. Ouais. C'est très faible. Bon, ceci dit, le canal outbound reste encore un canal, quand on est dans l'hyper-personnalisation, dans le qualitatif, ça reste encore un canal qu'il ne faut pas négliger. Mais comme le dit Louis, voilà, il faut le faire intelligemment, il faut le faire quand on est ultra capable de bien énoncer la problématique du client. Donc confère tout ce qu'on vient de se dire juste avant. Donc quelques conseils rapidement parce que le temps file très vite, Louis. Oui, quelques conseils. Donc en fait, le multicanal et l'omnicanal, oui, il faut le faire, mais pas forcément de manière cloisonnée, on va dire, ou silotée, bien au contraire. Donc par exemple, si vous faites des campagnes téléphoniques, vous prenez votre téléphone classique,
Moi, je vous encourage à laisser un message sur la boîte vocale parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup appelé par des 06, des 09, des 03, mais finalement, personne ne répond, donc, enfin, personne ne laisse de message, donc on ne sait pas trop qui c'est. Si vous avez des choses intéressantes à le dire, bah, autant le dire et laisser un message sur la boîte vocale. Toujours formalisé par un mail court qu'on touche la personne ou non. Donc, vous n'arrivez pas à toucher la personne, vous laissez peut-être un message ou pas. Eh ben, écrivez-lui un mail assez lapidaire et rapide pour notifier effectivement de votre appel. Enfin, vous pouvez aussi repasser par une autre personne. Si vous n'arrivez pas à toucher la personne, vous l'avez appelé, envoyé un mail ou deux, etc. Eh ben, passez par quelqu'un d'autre de sa société. Si ça n'avance pas avec lui ou avec elle. Sur la partie newsletter ou nurturing, vous avez eu quelqu'un au téléphone, vous avez fait des rendez-vous, un rendez-vous, derrière pas de son, pas d'image. Bah, moi, je vous encourage à envoyer une newsletter. C'est certainement la première chose à faire quand on fait du marketing. Enfin, le premier euro à dépenser, ça serait effectivement faire une newsletter pour nurturer, mais aussi avoir toujours l'obsession de trouver des prétextes pour avoir le prospect au téléphone. Donc, vous envoyez des newsletters. Je vous encourage aussi à toujours avoir cette obsession de trouver des prétextes pour rappeler la personne et auquel cas, bah, la rappeler, cette personne. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être lui donner une information peut-être qu'il n'a pas. Ça peut être lui expliquer que vous avez un nouveau client et que ça lui a fait penser à cette personne. Bref, toujours avoir ce prétexte. Et alors, si vous avez des bons prétextes, bah alors la personne elle sera toujours intéressée et contente peut-être de vous avoir au téléphone. Voilà. Enfin, dernier Très point. clair. Dernier point, Oui, c'est sur la vas-y. partie LinkedIn. Moi, je vous encourage à arrêter les in-mails, par exemple, sur LinkedIn. Je vous encourage, si vous envoyez un message sur LinkedIn, à envoyer des messages très courts, à faire des posts, évidemment, mais sans en faire trop. Et puis également à liker ou commenter les posts des personnes avec qui vous avez envie de parler ou avec qui vous avez envie de reparler. Je rajouterais un point, c'est essayer de rentrer en connexion avec votre interlocuteur. Quand je dis connexion, c'est pas connexion électronique, c'est connexion, c'est-à-dire essayer de le faire vibrer, essayer de toucher une émotion. Si vous êtes la énième personne à lui dire bonjour, je vous parle de machin, est-ce que vous n'avez pas tel et tel besoin? Franchement, on est tous prospectés de la même façon. Par contre, essayez de trouver quelque chose qui va le faire réagir, qui va le faire bouger. Tout à l'heure, on disait angler les propos. Angler les propos, c'est aussi trouver une façon de faire une accroche qui, justement, va faire appel à de l'émotion, va faire appel à quelque chose où la personne va se dire « Ah ouais, tiens, c'est un peu différent. Ça vaut peut-être le coup qu'elle m'explique ou qu'il m'explique un peu plus ce qu'il peut me proposer. » Voilà. Alors, 5 outils à choisir selon le budget. Oui, donc ce sont des outils basiques. Hein. Commençons par les basiques avant de mettre de l'IA partout. LinkedIn Sales Navigator, pour moi, si vous rentrez dans une démarche un peu industrielle, un peu massive, bah, c'est quand même un outil de base. Il y en a d'autres qui existent, mais pour être franc, j'ai pas forcément des bons retours ou en tout cas des retours qui me permettent de dire que ce sont des outils must-have. Donc, LinkedIn Sales Navigator, pour moi, est un must-have et rester là-dessus. Des outils d'enrichissement pour trouver des téléphones, des mails. Lucha, pour moi, en numéro 1 et Casper en numéro 2. Et sur l'envoi de campagne de mails, je sais que Marc, toi, tu es très active campaign. Moi, j'utilise plus Brevo et vous avez aussi des outils comme Lemlist, mais qui permettent d'envoyer voilà, des newsletters ou du mail. Oui, exactement. Typiquement, 3h18 utilise 3 de ces briques, Sales Navigator, Casper, Active Campaign et Lemlist. Lemlist pour l'outbound, la prospection, Active Campaign pour le nurturing, le scoring dont je vous parlais, etc. Et on en est très content. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra vous en parler. Alors, maintenant, comment on inscrit ça dans le quotidien, Louis? Oui, donc il faut... En fait, le vrai sujet, on a parlé de prospection, tout ça, c'est super. Mais le travail commence à partir du moment où vous avez un rendez-vous physique ou téléphonique ou en Teams avec votre prospect. Le vrai et le gros sujet, une fois la prospection et la prise de rendez-vous passées, bah, c'est votre capacité à convertir ces rendez-vous en pipe commercial et en vente. Donc, il y a 3 leviers. Pour moi, il y a le premier levier, c'est de se former à la conduite de rendez-vous 1 pour apporter de la valeur en rendez-vous 1 et donner envie au prospect de traiter sa douleur avec vous. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a 10% des
des dirigeants, 10%, peut-être, allez, 20% des commerciaux qui savent vraiment conduire dans des rendez-vous 1. Deuxième levier, c'est capitaliser sur un premier rendez-vous 1 dans un compte. Donc là, ce sont plutôt sur des démarches un peu plus grands comptes. Mais vous avez fait un premier rendez-vous dans un compte, bah en fait, c'est le début de l'histoire. Vous ne pourrez signer in fine que si vous capitalisez sur ce rendez-vous 1 pour aller voir les 3-4 autres personnes qui peuvent être partie prenante de la décision. Et alors, vous pourrez pénétrer le compte et vendre. Troisième levier, bah en fait, il faut battre la mesure ensuite. Le fait d'avoir une hygiène sur les relances, les faire, tenir aux engagements et appeler vos prospects quand ils vous ont demandé de les rappeler, envoyer les bons supports, bref, battre la mesure jusqu'au closing. Donc, si vous ne savez pas totalement faire ça, il faut que vous arrêtiez absolument d'externaliser, par exemple, votre prise de rendez-vous, ce qui est une tendance un peu de fond. J'en fais également. Mais si vous externalisez votre prise de rendez-vous, que vous avez des rendez-vous qui arrivent, mais que derrière, ça ne convertit pas, ça veut dire qu'il faut vous poser d'autres questions qui sont fondamentales, qui sont celles que je viens de... Notamment la formation, ouais. Bah là, ouais, la formation, changer la personne qui fait les rendez-vous, bref, le dispositif qui va bien pour convertir les rendez-vous en vente. Ouais. Ok, alors si on zoome encore un petit peu plus. Ouais, voilà, donc sur la copie d'écran d'un CRM que vous pourriez avoir, il faut que vous mettiez par exemple une liste avec tous les contacts qui auraient été évoqués en rendez-vous 1, ce qui va vous permettre de les ranger dans une même catégorie. Et alors ces contacts-là deviennent les contacts prioritaires à rappeler pour aller générer du business rapidement. Super. Donc, on a vu, on arrive à la fin de cette masterclass, on a vu pas mal de choses. On a vu l'importance de réfléchir à la stratégie, à son offre, à son positionnement, à ses prix. On a vu, et on s'est longuement attardé sur l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire la capacité à parler exactement par la segmentation, le discours et répondre aux problématiques précises de votre interlocuteur et pas se présenter comme un couteau suisse capable de tout faire, parce que ça effraie, ça fait peur, contrairement à notre intention. On a parlé des outils, on a parlé des process, de qu'est-ce qu'il fallait avoir comme liste, qu'est-ce qu'il fallait être capable de suivre. On a vu qu'il fallait nurturer les prospects avant de les faire passer dans un outil commercial. Donc, c'est bien deux choses différentes, même pour une petite structure. Et puis, on a inscrit tout ça dans une routine pour que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on sache quoi regarder, quoi piloter, etc. Donc, il n'y a pas de mystère, on voit bien que finalement, tout ce travail, c'est de l'effort, c'est de la constance, c'est de la régularité, c'est un peu d'outils, mais c'est surtout beaucoup d'efforts. C'est beaucoup no pain, no gain. C'est le développement commercial, c'est pas quelque chose qui marche tout seul sans y avoir passé du temps. Donc, surtout dans une période comme celle qu'on va traverser là pendant quelques temps et peut-être quelques années. Donc, voilà. Nous, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est qu'il fallait muscler votre jeu, qu'il fallait muscler vos process, muscler votre offre, muscler votre pricing, muscler vos outils pour pouvoir émerger dans cet océan de concurrents. Et il n'y a absolument aucune raison que vous n'y arrivez pas. En tous les cas, si vous souhaitez poursuivre cette discussion avec des grands spécialistes de force de vente, de formation, de process, d'outils, bien, je vous engage à en discuter avec Louis et ses équipes. Donc, Louis, je te laisse présenter rapidement FDV Partner. Oui, donc on est une soixantaine de personnes. On est basé à Paris, à Marseille et à Lyon pour être au plus près de nos clients qui sont dans ces régions. Notre métier, c'est la performance commerciale B2B et en particulier sur des grands comptes. Donc, il y a 3,7 millions d'entreprises. Il y en a 3,6 millions qui sont des entreprises, des PME entre 0 et 10 salariés. Des entreprises entre 0 et 50 salariés, moi, je vous encourage quand même à faire beaucoup de marketing ou mettre en place d'autres solutions comme celles qu'on a évoquées. Moi, je pourrais intervenir et je pourrais vous aider que si vous avez une cible qui est plus importante, c'est-à-dire des entreprises qui ont au moins 50 salariés. Voilà, après, on a toutes les certifications qui vont bien. On a accompagné 450 clients, il y a 50 clients actifs.
ce sont des entreprises de plus de 3 millions de chiffre d'affaires ou qui ont levé, qui ont des vrais assets métiers, c'est-à-dire qui sont vraiment experts sur leur discipline, qui ont des assets commerciaux en particulier, donc réseau, client, all client, des référencements. On accompagne beaucoup des prestataires de services, même si on accompagne aussi des entreprises qui sont des fabricants, des distributeurs, mais sont plutôt des acteurs du monde du service, cabinet de conseil, acteurs IT, digital, la tech et le monde du service B2B, et dont les cibles, ce que je vous ai expliqué, sont plutôt des grandes PME, ETI et grands comptes. Notre promesse, elle est assez simple, c'est vendre, aider nos clients à vendre. Et pour ça, il y a plusieurs leviers. On peut faire du conseil, on peut faire de la formation. Mais le gros de notre chiffre d'affaires, c'est de mettre une équipe en place avec des commerciaux seniors, performants, et qui vont travailler en marque blanche pour le compte de nos clients, qui vont faire ce travail de commerce et de commercial. Voilà, ce qu'on appelle de l'externalisation de force de vente. Voilà, 3h18, rapidement, on est aujourd'hui toute une équipe pour faire travailler à peu près 300 personnes qui viennent soulager, aider les entreprises en renforçant leurs équipes ou en remplaçant le travail qui est fait par un dirigeant sur toutes les fonctions support et notamment l'assistance commerciale dont on a parlé. Donc, vous cherchez une assistante commerciale, vous cherchez une assistante commerciale pour accéder au marché public, vous cherchez un DAF, un RAF, un contrôleur de gestion, un office manager, quelques heures par semaine, quelques jours par semaine en fonction de votre budget. C'est typiquement ce qu'on va faire en actionnant des équipes que l'on connaît, que l'on fait déjà travailler, qui font partie vraiment de notre premier cercle sur lequel on peut s'engager et qui vont vous apporter aussi des bonnes pratiques et vous aider, le cas échéant, à vous digitaliser, donc à choisir, on en parlait tout à l'heure, le bon CRM. C'est typiquement la prestation qu'on associe à l'assistance humaine que l'on met en place chez nos clients. Voilà, donc c'est vraiment les 3 étages à la fusée, la personne, puis les bonnes pratiques, puis des conseils sur la digitalisation, mais évidemment, c'est vous qui choisissez. On a 950 clients, on existe depuis 6 ans maintenant. On travaille beaucoup avec les experts comptables, les éditeurs de gestion et voilà, on est devenu une des 2 ou 3 sociétés leaders dans l'externalisation des fonctions support en France. Très bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette masterclass. Merci pour votre participation, merci pour vos questions. Vous aurez le replay, vous aurez l'ensemble des informations qui va vous être envoyées dans quelques minutes par mail et vous avez nos coordonnées évidemment dans ces mails pour pouvoir nous joindre, pour joindre Louis ou pour joindre les équipes 3h18. Merci beaucoup Louis. Merci à toi Marc. Super, merci pour vraiment tes conseils, c'était très incarné, très concret. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut pour les PME et les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui et dans le contexte dans lequel on est. Donc voilà, merci encore. Et puis moi, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine masterclass, comme chaque mois, masterclass 3h18 en ligne. À bientôt. Salut Louis. À bientôt.